Bonjour à tous, correction de l'exercice de synthèse, donc du DS 2019. Donc sur cet exercice, l'exercice numéro 2, l'exercice numéro 1, pardon, c'était un exercice de chimie que je vous ai déjà donné. L'exercice numéro 2 donc, concerne encore une fois une descente à ski. Donc ici, sur la première question, euh, le, la question 1 vous demande de justifier au cours de la descente le travail du poids du skieur est moteur, c'est-à-dire positif. Alors, vous pouvez, donc ça c'est ce que j'avais mis dans la correction du DS pour les élèves, j'accepte aussi un schéma clair et en montrant que cos alpha est supérieur à 0 et donc que le travail du poids est supérieur à 0. Je l'ai déjà fait d'ailleurs dans un exercice pour montrer que θ était inférieur à 90 degrés et donc la, le travail du poids est moteur, est positif et donc moteur. Ou alors vous faites la démonstration, vous écrivez le travail du poids comme P scalaire AB et ensuite vous faites le produit scalaire avec les coordonnées. Donc attention ici, hein, le repère est orienté vers le haut et donc Gz est égal à moins G pour sa composante. Le vecteur AB, comme on a l'habitude de faire en maths, hein, xb moins xa, zb moins za. Et ensuite vous faites votre produit scalaire, donc x de la composante gx fois xb moins xa plus gz fois zb moins za. Donc vous voyez tout de suite qu'ici, là ce sera nul, et il va nous rester moins g fois zb moins za. Donc n'oubliez pas que c'est m fois g fois ab, scalaire ab. Donc là c'est m fois moins g zb moins za. Ensuite vous avez donc mg, j'ai rentré le signe moins à l'intérieur de la parenthèse, vmg za moins zb, za étant supérieur à zb, vous voyez bien que za moins zb est positif, et donc le travail du poids est positif. Donc le travail est bien moteur. Donc sur un schéma, alors je vais vous intégrer le schéma, je vais reprendre le schéma de l'énoncé, on va le placer un petit peu plus par là. Donc là, sur ce schéma, vous pouvez représenter un skieur. Alors, il n'est pas à l'échelle, hein, bien évidemment, avec mes talents de dessinateur. Vous représentez le poids du skieur, donc vertical du lieu. Et vous remarquez ici que l'angle entre le trajet AB et le poids, on va l'appeler θ. θ ici est inférieur à 90 degrés et supérieur à 0. Donc, cos θ est positif. Donc, du coup, le travail du poids sera positif, puisque ce sera mg AB. Donc, je vous rappelle, travail du poids sur le trajet AB, la norme de P fois la norme de AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ici, le travail est bien moteur. Donc voilà, si vous vouliez faire un schéma, c'était très bien aussi, il n'y a aucun souci. Question 1-2, en considérant la valeur de la vitesse du skieur au départ nulle, l'énergie mécanique du système se conserve. Donc là, on vous dit tout. Hein. Montrez que la valeur de la vitesse atteinte par le skieur au début de la zone de chronométrage, donc qui est ici, début de la zone de chronométrage, est égale à 85 mètres par seconde. Donc ici, vous considérez à nouveau les points A et B, hein, B étant situé au début de la zone de chronométrage. Vous écrivez la conservation de l'énergie mécanique au point A égale au point B. Vous détaillez et ensuite l'énergie des altitudes est choisie au niveau de la mer. Donc l'énergie potentielle est nulle à cette altitude ici. Référence des énergies potentielles. Donc vous pouvez écrire que l'énergie cinétique au point A c'est 1 demi de mva carré. L'énergie cinétique au point B, 1 demi de mvb2 carré. En termes d'énergie potentielle, donc au point A, on est à H1, le départ, et au point B, on est à H2, début de la zone de chronométrage, hein, tout est donné. On vous dit qu'au départ, il s'élance sans vitesse, donc VA égale 0. Vous simplifiez. Ensuite, je vous laisse faire la simplification et regarder la simplification, et on obtient VB égale 2G H1 moins H2.
et on obtient une vitesse de 85,2 mètres par seconde, ce qui est conforme à ce qu'on vous demande dans l'énoncé. Donc ensuite, question 1.3, comparer la valeur de cette vitesse à celle réellement atteinte par le skieur en avril 2015. Donc c'est des questions qui reviennent à chaque fois. On convertit quand même la vitesse en km par heure pour la convertir, ou l'inverse, peu importe. Donc on trouve une vitesse de 307 km par heure. Cette valeur est supérieure à celle du record, puisque nous avons considéré que l'énergie mécanique était constante, c'est-à-dire sans aucune perte d'énergie. Donc nous avons négligé du coup toute dissipation d'énergie sous forme de chaleur, par exemple due au frottement de l'air et du sol. Sur la partie 2, donc justement en tenant compte des frottements de l'air, donc on vous donne une expression très détaillée d'ailleurs, donc que vous ne devez pas savoir, mais voilà, il faut apprendre à utiliser des formules que vous ne connaissez pas. Et les questions en général sont adaptées bien évidemment. Donc ici on vous demandait de montrer que le petit k dans l'expression de la force des frottements de l'air était une grandeur sans unité, et on vous demande ensuite quelle serait alors l'unité du produit S fois K. Donc ici, on extrait K pour étudier sa dimension, et ensuite on étudie la dimension du quotient qui est donné ici à droite du signe égal. Donc vous avez, alors je vous rappelle, dimension d'une masse, dimension d'une longueur, dimension d'une durée, d'un temps. Ici, pour avoir l'expression de la dimension de f dans les unités du système international. Donc vous avez tendance à écrire de but en blanc comme ça le Newton. Le Newton n'est pas une unité du système international. Donc je vais exprimer le Newton avec des unités du système international, comme j'ai déjà fait dans un exercice, un des trois d'ailleurs qui est corrigé sur ce chapitre. La deuxième loi de Newton nous donne que la somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération. Donc la dimension finalement de F, qui est en Newton, que vous connaissez, c'est la même chose qu'une masse fois une accélération, c'est-à-dire une masse fois une longueur par une durée au carré. Donc du coup, la dimension de F, donc ml t-2, ensuite 0,5 ici n'a pas d'unité, c'est un coefficient, une constante sans unité, et tout le reste est donné dans l'énoncé. Donc ici, la vitesse au carré, elle est ici. Donc une dimension de longueur par une durée, comme des mètres par seconde, comme des kilomètres par heure. On n'oublie pas le carré. Ensuite, la S, la surface, est donnée comme une dimension de longueur au carré, centimètre carré, mètre carré. Et ensuite, vous avez la masse volumique, qui est donc une masse par unité de volume. Une unité de volume, c'est donc une distance au cube. Donc ici, c'est des kilogrammes par mètre cube, par exemple, ou des grammes par centimètre cube, par exemple. Alors là, vous avez toutes les simplifications à faire. Hein. Donc déjà, on peut développer le carré. Donc t puissance moins 2, L au carré. Et ensuite, on simplifie un petit peu tout ça. Donc tout se simplifie ici, puisque vous allez avoir le L-3 qui va donner avec L carré L-1, qui va donc se simplifier avec le L qui est ici. Et les deux masses se simplifient ici aussi. Et donc vous obtenez 1, puisque tout est simplifiable, et donc qui veut dire que K est une grandeur sans unité. Ensuite, on vous demandait donc l'unité de S fois K. Comme K n'a pas d'unité, l'unité du produit S fois K sera juste l'unité du coefficient S. Donc la dimension du produit S fois K, ce sera la dimension de S tout simplement. Donc une surface, c'est-à-dire la dimension de S fois K, c'est simplement une surface au carré. Par exemple, en mètres carrés ou en centimètres carrés. Voilà, c'était tout pour l'exercice 2. L'exercice 3, qui était un sujet de bac, l'exercice précédent d'ailleurs aussi, mais on ne l'a pas mis en entier. Donc l'exercice suivant, c'est l'étude d'un pendule simple. Donc un peu plus détaillé, mais le principe reste toujours le même. Hein. On vous donne beaucoup de données en début, la masse du pendule, le diamètre de la boule qui est fixée, la boule d'acier, la longueur,
du pendule, la valeur d'intensité de la pesanteur, et à partir de là, on vous demandait de réaliser ou de compléter plutôt le schéma qui était en annexe. Alors moi je vous l'ai reproduit du coup, en y reportant toutes les mesures connues de la situation initiale. Donc ça je vous l'ai déjà dit, c'est des choses que vous devez faire même si on ne vous demande pas explicitement de le faire. Mais c'est bien pour visualiser un petit peu l'exercice. Donc du coup, là j'ai fait apparaître toutes les valeurs qui sont dans l'énoncé. Donc ici, alors il y a d'autres questions que j'ai rajoutées sur le schéma, donc vous inquiétez pas, on va les revoir après, notamment les forces que vous voyez ici et ici, vous inquiétez pas, on revoit ça après, c'est la question d'après. Ensuite, j'ai donné des lettres à certaines positions, à certains points. On vous demande, une fois que vous avez fixé la longueur, l'angle qu'on vous donnait, etc., etc., de déterminer par un calcul l'altitude initiale du centre inertie G de la boule en prenant comme origine celle proposée sur le schéma. C'est-à-dire que l'origine est ici, donc l'altitude de la boule à cet instant T avant le lâcher est déterminée ici par YG. Donc comme d'habitude, YG c'est donc AO moins AB. Donc du coup vous vous retrouvez avec L moins AB, puisque ici AO ou OA comme vous voulez, puisque c'est une distance, c'est donc L moins AB. Donc après, pour trouver AB, on se place dans un triangle rectangle ici. Je vais vous le remarquer. Voilà. Comme on a déjà fait. Et vous vous placez dans ce triangle rectangle en utilisant cosinus, qui est AB sur AG. AB sur L, et donc AB c'est L cos θ. Donc finalement, vous avez l'ordonnée qui est exprimée en fonction des paramètres du pendule, donc qui est L facteur de 1 moins cos θ. On vous donne les valeurs, donc il suffit de faire l'application numérique, attention à la calculatrice sur le degré, et vous trouvez 1,30 m pour l'altitude initiale du lancer. Ensuite, on vous demande de faire l'inventaire des forces. On néglige toutes les forces exercées par l'air. Donc il vous reste le poids, donc vertical au lieu, et la tension du fil. Le fil retient bien la boule. Donc ici, la tension du fil qui est dirigée selon la droite formée par le fil dans le sens boule fixation. Donc ici, on peut l'appeler T comme tension, le poids, pas de problème, P comme d'habitude. Ensuite, question 1.3, alors on fixe l'énergie potentielle au point O comme étant nulle. Donc l'origine de nos énergies potentielles est là, EP égale 0. Et à partir de là, on vous demande de montrer que l'énergie mécanique initiale de la boule est de 1,9 10 puissance 2 joules. Donc on écrit déjà la définition de l'énergie mécanique au point G. Donc c'est EC au point G plus EPP au point G. On écrit un demi de mv2 au carré, les définitions, et YG l'altitude. YG on l'a exprimé, on a même la valeur dans la question 1. À l'instant initial, il est lancé sans, il est lâché sans vitesse initiale, VG égale 0, et YG, on a la valeur de la question d'avant. Donc il suffit de faire le calcul, on retrouve bien sûr les 190 joules, donc 1,9 10 puissance 2 joules. Question 1.4, quelle est la position du centre d'inertie G de la boule correspondant à la vitesse maximale de la boule? Si vous regardez le déplacement ici, la tension est bien perpendiculaire au déplacement. Là, perpendiculaire au déplacement. Si je vous fais le pendule à un autre instant, donc par exemple, on va faire le pendule à cet instant-là. Donc là, vous remarquez que la tension est aussi perpendiculaire au fil. Je vais essayer de reprendre une couleur à peu près identique. Donc la tension est encore une fois perpendiculaire au déplacement. Donc ici, et bien ici, le système n'étant soumis qu'à des forces conservatives ou des forces dont le travail est nul, comme la tension du fil, alors elle est tout le temps perpendiculaire au déplacement, le travail de T est nul. Donc le travail de T est nul. Donc l'énergie mécanique se conserve. La vitesse de la boule est maximale quand son énergie cinétique l'est aussi, puisque
puisque c'est un demi de mv au carré. Alors l'énergie potentielle de pesanteur est donc minimale, parce que l'énergie mécanique se conserve. Donc il y a un échange parfait entre énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur. Donc ce qui correspond donc à Y et G égale 0 au point O, énergie potentielle nulle, et donc énergie cinétique maximale. On revient toujours aux mêmes questions. Question 1.5, calcule la vitesse maximale, du coup, atteinte par la boule au cours de ce déplacement, de cet aller-retour sans frottement. Sans frottement. Donc du coup, on écrit que l'énergie mécanique au point G est égale à l'énergie mécanique au point O, conservation de l'énergie mécanique. L'énergie potentielle au point O est nulle. L'énergie cinétique au point O, bah justement, c'est la valeur de la vitesse qu'on cherche. Donc on l'extrait. Et l'énergie mécanique au point G a déjà été calculée aux questions précédentes. Et on retrouve les 18 km, 18 km par heure, ou 5 mètres par seconde directement. Alors la question suivante, en quoi justement la photographie du doc 1, elle contredit un petit peu l'hypothèse que l'énergie mécanique se conserve. Si vous regardez, il lâche la boule contre son menton, donc il la pose contre son menton et il lâche la boule. Donc logiquement, physiquement, s'il n'y a pas de frottement, si l'énergie mécanique se conserve, la boule au retour, donc elle va faire un aller, et au retour, elle devrait venir toucher à nouveau son menton. Aucune perte d'énergie, donc aucune perte d'altitude, puisque l'énergie potentielle, elle revient à une valeur maximale, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on voit sur la photo suivante qu'elle s'arrête quelques centimètres avant. Ce qui prouve bien que la boule a perdu une partie de son énergie lors de l'oscillation. Donc l'énergie perdue est due au travail des forces de frottement, qui sont finalement pas totalement négligeables dans notre exemple. Question suivante, donc deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, donc le professeur éclaire le pendule d'un angle de 10 degrés par rapport à la verticale. Il déclenche un chronomètre au moment où il lâche la boule sans vitesse initiale et il compte avec ses étudiants le nombre de fois où la boule revient quasiment à sa position initiale. À la 10e fois, il arrête le chronomètre, donc très important. À la 10e fois, il arrête le pendule et il note la valeur affichée. Donc vous l'avez même en photo. On vous demande dans la question du coup, en utilisant les résultats inscrits au tableau, donner un encadrement de la valeur de période de ce pendule, de la période de ce pendule, parce qu'il vous donne en plus l'incertitude. Donc on a 10 périodes, puisque c'est dit dans l'énoncé, on a la valeur qui est affichée au tableau, vous en déduisez tout simplement la valeur de la période. Le fait de prendre plusieurs périodes, je vous rappelle, permet de réduire un petit peu l'incertitude, les valeurs d'incertitude. Donc vous obtenez un encadrement de 4,58 à plus ou moins 0,02, puisque je vous rappelle que l'incertitude sur les 10 mesures était de 0,2 secondes. Ça, c'est l'incertitude sur les 10 mesures. Et donc, quand vous allez diviser par 10, l'incertitude sera aussi divisée par 10. Ce qui veut dire que, alors l'encadrement, soit vous le notez comme ça, soit vous notez un encadrement comme vous avez l'habitude de faire en maths, comme vous voulez. Commenter la méthode de mesure utilisée par le professeur. Alors, c'est une question un peu ouverte. Mais là, voilà, je vous conseille de faire un calcul de proportion d'erreur dans, dans sa mesure. Alors en fait, on va prendre l'incertitude relative et on va la diviser par la valeur de notre période. Donc ici, je prends... en fait, si vous voulez, ce calcul vous indique la proportion d'erreur par rapport à la valeur qui a été mesurée. Donc là, vous remarquez qu'il y a à peu près 4%. Donc cette incertitude représente finalement 4% de la valeur qui a été mesurée. Ça, c'est dans le cas d'une seule mesure. Et là, dans le cas de 10 mesures, donc on remarque du coup que cette proportion est beaucoup moins importante. Donc sur les 10 mesures, du coup, j'ai une valeur de 45,8 secondes. L'incertitude liée au chronomètre est toujours de 0,2 secondes, mais du coup que je vais devoir diviser par 10 ici, donc c'est pour ça que votre résultat est divisé par 10. La question suivante, donc on vous propose plusieurs formules encore une fois, et on vous demande par une analyse dimensionnelle de trouver la
formule correcte. Donc encore une fois, hein, comme vous la connaissez, la formule, analysez tout de suite la bonne formule, perdez pas de temps, et après vous expliquez qu'on vous demande seulement une formule et que du coup c'est la seule qui est plausible. Donc ici on vous donne même pas de pi, on vous dit k, une grandeur sans dimension. Donc quand vous cherchez la dimension de la première, j'ai choisi a, hein, bien évidemment. On cherche a. Donc ici j'ai la dimension de k fois la dimension de racine carrée de L sur G. Donc la dimension de L, c'est une longueur. N'oublie pas la racine carrée, puissance 1,5. La dimension de G, une longueur fois une durée, puissance moins 2. Et on n'oublie pas la racine carrée. On simplifie tout ça et on retrouve ici une durée. Donc l'expression A est bien homogène à une durée, donc la formule A convient. Il n'y a qu'une formule à trouver, on peut s'arrêter si vous êtes certain de votre analyse. La partie suivante, donc ici, question 2.2.1, donc sur l'énergie. Il est dit que la boule revient quasiment à sa position initiale après chaque oscillation. Si la différence n'est pas très visible au bout d'une période, on remarque que l'amplitude angulaire du pendule n'est plus que de 7 degrés au bout de 10 périodes. On vous rappelle comme les données, puisque l'exercice est assez long. Il y a beaucoup de texte. Donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du pendule à la date t égale 0 lorsqu'on lâche sans vitesse initiale avec un angle de 10 degrés. Donc on pourra céder des résultats de la question 1.1, ça c'est nous qui l'avions rajouté, ce n'était pas dans le sujet original. Donc, et ensuite calculer la valeur. Donc nous écrivons l'énergie mécanique au point G, énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. On détaille comme on l'a fait déjà, hein, de toute façon. L'altitude YG, c'est L moins B, je ne refais pas le raisonnement, vous reprendrez la question 1. Donc c'est L facteur de 1 moins cos θ i. À l'instant initial, VG égale 0, donc l'énergie cinétique égale à 0, on retrouve ici. Et je fais juste l'application numérique toute simple de mg YG avec un angle de 10 degrés. On trouve 11,6 joules. Question 2 de 2, même question au bout de 10 périodes. Donc on vous dit qu'au bout de 10 périodes, θ égale 7 degrés. Donc avec le même raisonnement, avec un raisonnement identique, hein, donc même raisonnement identique qu'ici, voilà, juste cette partie-là. Et au bout de 10 périodes, Vg est toujours égal à 0 puisqu'on revient à une altitude maximale où l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est minimale. Donc YG cette fois-ci a pas tout à fait la même expression, mais une valeur d'angle de 7 degrés. L'énergie cinétique est toujours nulle. Au bout de 10 périodes, on refait l'application numérique, on trouve 5,7 joules. On vous dit de déduire la perte d'énergie du pendule au bout de ces 10 périodes. Et après, la question est un peu redondante. À quoi est due cette perte? On en a déjà parlé dans une des questions précédentes. Donc là, vous faites simplement la variation d'énergie mécanique entre un instant t égale 0 et l'instant t est égal 10 périodes, donc état final, état initial, et vous trouvez une perte, puisque la variation est négative, une perte de 5,9 joules. Donc bien évidemment dû au travail des forces de frottement qui transfèrent une partie de l'énergie mécanique en énergie thermique à l'extérieur du système. Voilà pour les exercices sur le chapitre 11.